Voici l'une des plus remarquables réalisations de ce que fut le mouvement moderne belge et qui fit la réputation de son créateur. La maison Langlais, construite entre 1927 et 1928 par l'architecte Louis Herman de Koninck. La maison Langlais fut construite à Uccle sur un domaine paysager qui subit plusieurs aménagements permettant l'expansion de la commune dans un cadre d'exception. Il s'agit du domaine Fonroy. Le site attira la bourgeoisie bruxelloise en quête de quiétude et d'espace vert. La parcelle sur laquelle est bâtie la maison Langlais est située à l'angle de l'avenue Fonroy et de la rue des Églantiers au numéro 65, alors que c'est au numéro 103 que l'on peut aujourd'hui observer la maison. À l'époque de sa construction, le domaine n'était pas encore très urbanisé, mais la parcelle voisine était déjà occupée par la maison de l'architecte de Koninck. Ce dernier fut choisi par Jacques Langlais pour dessiner les plans d'une nouvelle maison associant habitation personnelle et atelier de travail. Louis Herman de Koninck est considéré aujourd'hui comme le plus éminent représentant du fonctionnalisme belge. Il a dessiné de nombreux projets d'habitation à Uccle, dont la villa Ley et la maison Berthaud. Mais l'ouvrage le plus représentatif de son travail et de son évolution, qui fut une constante expérimentation, est probablement sa maison personnelle. Le manifeste architectural que celle-ci représente prendra des allures autobiographiques. Il la dessinera pendant plus de 40 ans et elle permettra à de Koninck de tester chez lui, en guise d'entraînement, des formules qu'il destinera à d'autres. La première construction, en 1924, met l'accent sur la dimension paysagère et le lien entre l'habitant et son environnement extérieur. Il s'agit d'une maison qui descend dans le jardin. D'ailleurs, l'architecte se préoccupe d'abord de dessiner son jardin pour s'emparer du lieu avant d'installer sa maison au sommet de celui-ci. C'est le début d'une longue expérimentation technique dans laquelle l'architecte est attentif aux moindres détails, du carreau à la structure, en passant par le mobilier. L'architecte profite du dénivelé pour encastrer un volume cubique aménagé sur 2 niveaux. C'est en 1950 que les plus grosses modifications ont lieu, lorsque la maison initiale devient garage et qu'une nouvelle boîte suspendue au-dessus du premier volume vient compléter l'habitation. Ce nouvel ajout repose sur 4 piliers de béton armé, rendant la nouvelle construction indépendante de la première. L'architecte quitte alors le jardin pour s'installer au-dessus en tant qu'observateur. Mais la maison personnelle de l'architecte reste méconnue par rapport aux villas construites ultérieurement, notamment celle de Langlais. De Koninck s'est toujours battu pour des formes pures et rigoureuses, mais dans la plus grande discrétion, si bien que cette qualité formelle obsessionnelle est d'abord inaperçue face aux discours idéologiques de ses contemporains, avant de lui construire une solide réputation au-delà même des frontières belges. Ainsi, la maison Langlais jouit-elle d'un statut similaire aux maisons Cook et Schroeder, de Le Corbusier et Rietveld, qui ont également marqué les années 20. Le projet Langlais offre en quelque sorte une évolution de la propre maison de l'architecte. C'est l'ouvrage qui lui a permis de corriger ses premiers déboires professionnels en y intégrant plus d'éléments propres au mouvement moderne. Ici aussi, la construction originale a subi de nombreuses modifications, et la première avant même que le chantier ne commence. Au début des années 20,
il est rare de voir apparaître des architectures si radicales que les productions modernes de De Kooninck. L'architecte se fait encore montrer du doigt pour sa demeure personnelle. Pour ne pas rendre hostile la commune face au projet Langlais et obtenir l'autorisation de bâtir, il dépose pour la demande de permis de construire un dossier contenant des façades dotées d'ornementation et fioritures pour étoffer l'aspect extérieur de la maison. Évidemment, il n'en tient pas compte par la suite et construit la maison comme prévu initialement, avec des façades épurées et un revêtement blanc. La maison originale a subi plusieurs modifications, la plus marquante étant une extension de 1968 qui ajoute un nouveau volume à la maison de 1924. Mais il n'est question ici que de l'œuvre originale, point de départ de la carrière de Louis Hermann de Kooninck. Membre actif du Congrès international d'architecture moderne de 1930 qui s'est déroulé au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, De Kooninck se place du côté de Le Corbusier et de Gropius en adoptant le même discours, mais en changeant certains aspects esthétiques. À cette époque, De Kooninck a déjà construit sa maison et celle de Langlais, dans lesquelles apparaissent des similitudes avec certains points de l'architecture moderne, comme le toit-terrasse ou les fenêtres en longueur, mais l'architecte sait prendre de la distance et développer son propos. Le Belge affectionne les boîtes bien conçues aux façades porteuses. Alors, quand il utilise le pilotis, ce n'est sûrement pas pour développer le plan libre ou soulager la façade. Par contre, comme tout architecte moderne qui officie dans cette ère de production en série, il utilise naturellement le blanc, le pavé de verre et le tubulaire pour son mobilier. Son architecture sera de plus en plus complète jusqu'à devenir un art total. La parcelle présentant les mêmes caractéristiques que la sienne, De Kooninck reprend la même implantation et maintient la construction à 6 mètres de la voirie. Ceci a pour effet de mettre en scène l'accès principal de la maison. Le dénivelé lui permet cette fois-ci d'encastrer un volume organisé sur 4 niveaux. Un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée, un étage et la toiture. Une fonction bien précise est attribuée à chacun d'eux. Le rez-de-jardin accueille les locaux techniques et l'accès au jardin. Le rez-de-chaussée représente l'espace de vie. L'étage est dédié à l'atelier de Jacques Langlais et la toiture sert de solarium. Ce modèle correspond à l'évolution de sa propre maison. En plus d'une séparation habitat-travail sur 2 niveaux, il y ajoute une toiture accessible et approfondit sa réflexion sur le lien habitat-jardin. L'espace praticable du rez-de-jardin est restreint car déjà occupé par le vide sanitaire. Les locaux techniques, chaufferie, buanderie et réserve viennent occuper un des carrés restants. Le dernier est soustrait du volume pour placer la terrasse de plaisance, entièrement ouverte sur le jardin, faisant ainsi le lien entre l'habitat et l'extérieur. Au rez-de-chaussée se trouve l'accès principal de la maison. Un hall dessert la cuisine, l'accès au sous-sol et la salle à manger. Du côté jardin se trouvent les chambres et les sanitaires. La salle à manger est la pièce majeure de la maison. La double hauteur destinée à accueillir de grandes toiles fait le lien avec l'atelier. De plus, l'architecte a ajouté un renfoncement au volume global, ce qui agrandit la pièce et permet l'adjonction d'un coin salon. En abordant l'étage, le visiteur est confronté à l'élément le plus marquant de la maison, le coin bibliothèque. Cet aménagement, avec intégration du mobilier, fut l'une des images les plus publiées concernant la maison Langlais. C'est un subtil mélange de béton, bois et verre où le mobilier devient architecture et crée l'espace. On trouve au centre de l'atelier
le seul point d'appui interne de la maison. Un poteau, jusqu'ici compris dans les murs, mais mis à nu à l'étage pour dégager et articuler l'espace. L'atelier prend alors la forme d'un L, en occupant seulement 3 carrés sur 4. Le tout baigne dans la lumière grâce aux fenêtres en longueur disposées côté jardin. La toiture est encore simple dans cette maison de Deceuninck. Il ne s'agit que d'un simple solarium ou point de vue sur la campagne alentour. Ce n'est pas encore la plateforme moderne typique où l'on peut par exemple faire du sport, un détail qui apparaîtra dans les maisons suivantes de l'architecte. À partir des années 30, lorsque Deceuninck s'est complètement rangé du côté de Le Corbusier, il est en effet soucieux de développer la nouvelle architecture. Il équipe ainsi les maisons avec des infrastructures importantes, transformant la toiture en véritable espace de vie de ces nouvelles machines à habiter, ce que la maison Langlais ne fait que préfigurer.